Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'agression du producteur Michel Zecler par des policiers en novembre avait choqué la France. Deux jeunes hommes, Goten et Wensley, 19 et 22 ans, étaient à ses côtés ces jours-là. Notre journaliste David Perrotin les a rencontrés. Leur témoignage exclusif dans À l'air libre et sur Mediapart. Et vous entendrez un coup de gueule, un l'ultimatum aux autorités de Yann Manzi, fondateur de l'association Utopia 56 qui vient en aide aux migrants. Migrants délogés, vous vous en souvenez, de la place de la République à Paris. Et pour beaucoup à ce jour, sans solution d'hébergement. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Mais d'abord, donc, j'accueille David Perrotin, journaliste à Mediapart. Bonjour David. Bonjour. David, tout le monde s'en souvient, c'était en novembre, tu as révélé le 26 novembre, très précisément sur le site Loopsider, l'agression de Michel Zecler, un producteur de musique dans le 17e arrondissement, roué de coups dans son studio par plusieurs policiers. 20 minutes de tabassage en règle d'une violence inouïe. Le document qui va suivre est saisissant. Il montre Michel, un producteur de musique parisien, à la tête de Black Hole Studio, roué de coups par 3 policiers, simplement parce qu'il ne portait pas son masque. Les agents, accusés d'avoir tenu de nombreux propos racistes, s'en sont également pris à 9 jeunes artistes, eux aussi présents dans les studios d'enregistrement. Michel Zecler défiguré par cette agression, comme on le voit sur ces images. Parmi ces multiples blessures, la victime a une déchirure au tendon et le crâne ouvert refermé par 2 agrafes. Il a aussi de nombreux hématomes et différentes plaies sur le corps. Alors David, ton reportage à l'époque, il a été vu par 15 millions de fois, il a indigné la France et cette agression, accompagnée, selon le témoignage de Michel Zecler, d'insultes racistes de la part des policiers, a été largement condamnée, y compris d'ailleurs au plus haut sommet de l'État, jusqu'à Emmanuel Macron, le président, qui a parlé d'une agression inacceptable. Ce sont ces mots. David, dans cette affaire, on a beaucoup et assez légitimement en réalité parlé de Michel Zecler, bien sûr, mais avec lui, ce jour-là, dans le studio, il y avait 9 jeunes hommes. On les voyait d'ailleurs dans ton reportage parler brièvement. Ces jeunes, tu les as plus longuement rencontrés hier et pour la première fois, ils t'ont raconté en détail cette agression. Oui, avec Yumi Kezouf, on est allé au studio de Michel Zecler, là où le producteur a été tabassé par 3 policiers. Pendant ce déchaînement de violence capté par son système de vidéosurveillance, 9 de ces artistes étaient en train d'enregistrer une musique au sous-sol. Quand ils ont entendu des hurlements de Zecler, on a rencontré 2 des jeunes présents dans ce studio. Ce soir-là, Wensley et Goten, qui ont bien voulu témoigner. Là, j'entends à l'aide, laissez-moi tranquille, etc. Et Là, la porte, elle est fermée, c'est ça ? cette porte-là, elle était fermée. Et on savait pas ce qui se passait. Du coup, on était tous là, on était toutes les personnes qui étaient dans le studio, on était tous là, les 8, à pousser la porte pour essayer de voir en fait ce qui se passait. Et à un moment donné, on a réussi à ouvrir la porte un tout petit peu. Et on a vu que c'était des policiers. On a vu un uniforme. On a vu que c'était des policiers qui tapaient Michel. Au premier coup, moi, je me suis pas dit que c'était des policiers. Je me suis dit peut-être qu'ils se font agresser ou... Jamais j'aurais pensé que c'était des policiers, en fait. Ils nous ont bloqués. On le voit dans la vidéo. Ils se sont mis devant la porte pour qu'on puisse pas l'ouvrir. Ah, ouvrez, wesh! Ah, ouvrez, wesh! Du coup, ils frappaient Michel sur cette porte-là. Et nous, ils nous bloquaient. Il y en a 2 qui nous bloquaient pour qu'on puisse pas ouvrir la porte, en gros, pour aider Michel. J'arrivais pas à comprendre, parce que je le voyais en sang, sa tête trouée. Et j'avais jamais vu Michel dans un état pareil. Et Michel, le gaillard, le costaud, se retrouve tête trouée, en sang. Devant moi, ça me faisait quelque chose, quoi. Les jeunes parviennent alors à pousser la porte et font fuir les policiers dehors. Mais quelques minutes après, l'un des agents lance une grenade lacrymogène dans le sas, ce qui provoque une nouvelle montée de panique. Les jeunes fuient se réfugier au sous-sol. La lacrymogène prenait à la gorge en fait. On a fermé toutes les portes, les plusieurs portes qui mènent à cette pièce. On s'est tous réfugiés ici. Il y en a qui sont partis se réfugier en cabine. Et en fait, nous, on était encore dans l'incompréhension, mais on n'avait qu'un seul choix, c'est d'attendre les policiers en fait, qui viennent nous chercher. Mais à ce moment-là, toi, t'avais peur, tu pensais à quoi? Tu disais que tu risquais quelque chose ou que de toute façon, c'était des policiers, donc ça allait aller? Non, franchement, j'avais pas confiance du tout. Je savais déjà que l'histoire était bizarre dès le début, en fait.
Elle était bizarre dès le début et je me suis dit que bah, déjà, j'ai voulu appeler mon frère pour lui dire que clairement, j'allais pas rentrer tout de suite. C'était sûr. Après quelques minutes d'attente, peu de minutes, ils sont descendus nous chercher. Donc, ils nous ont demandé de mettre les mains en l'air, les bras en évidence. Ils nous ont mis en joue. Et à ce moment-là, j'avais peur quand même parce que, en fait, le premier policier qui est rentré, avec son arme, nous a pointé. Ça se voyait qu'il n'était pas serein, en fait. Même lui, il avait peur, on dirait qu'il avait peur de nous. Et je me suis dit que là, à ce moment-là, s'il tire, c'est fini pour l'un d'entre nous, en fait. Clairement. En vrai, j'ai pleuré parce que je comprenais pas. Je comprenais pas. Je pensais que c'était bien plus grave que ce qui s'est passé. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir, en fait. Je pensais que Michel, quand j'étais dans la voiture, je pensais que Michel allait succomber. Et ça me faisait mal parce que Michel n'avait rien fait. Et je savais que Michel n'avait rien fait. Les jeunes sont ensuite emmenés au commissariat du 17e arrondissement. Et cette fois-ci, les insultes remplacent les coups qu'ils ont reçus lors de l'interpellation. Et selon plusieurs jeunes, l'un des fonctionnaires aurait même tenu des propos racistes. On discutait avec eux, ils étaient beaucoup à nous garder. On discutait avec eux, ils nous dévisageaient. Ils disaient qu'en gros, on est des merdes, etc. On ne veut pas aller bien loin dans la vie. On disait, mais pourquoi en fait, vous faites tout ça? Ils ne savaient pas quoi répondre. C'était bouche bée à cette question. Il y avait des policiers qui étaient calmes, qui parlaient pas, mais il y en avait d'autres qui avaient des propos choquants quand même. Qui disaient, oui, c'est toujours vous, les nègres. Toujours vous, les nègres. La preuve. Enfin, n'importe quoi, en fait. Ils disaient n'importe quoi. Ils ont utilisé le mot nègre au commissariat. Ouais, il y a un policier qui a utilisé ce mot, clairement. Tu l'as entendu, toi, distinctement? Oui, distinctement. Ouais. Il le disait dans quel contexte? Il disait quoi exactement? Bah, en fait, c'était pour nous désigner, nous, en fait, l'ensemble des personnes qui avaient été embarquées, en fait. En disant que dans ces histoires-là, c'est toujours nous. Alors que là, clairement, en fait, on n'avait rien fait du tout. On a été embarqués euh, pour rien, clairement pour rien. Et si la plupart des jeunes qu'on voit dans le reportage, et même les 9, ont jusqu'à présent refusé de s'exprimer, c'est parce qu'ils se disent tous choqués, même traumatisés. Wensley, par exemple, qu'on voit dans le reportage, nous a dit qu'il n'arrivait pas à dormir des semaines après les faits. Et lui nous dit aussi qu'il cherche surtout à comprendre. Il a une question qui lui revient, c'est pourquoi les policiers s'en sont pris à eux de cette manière. Est-ce que vous savez pourquoi les policiers ils ont agi comme ça ce jour-là? Non. C'est à eux de nous dire. Moi, je vais pas. C'est à eux de nous dire. Je vais pas m'imaginer des choses ou quoi. C'est à eux de nous dire pourquoi, comment ils ont atterri ici. Et c'était quoi ton regard sur la police avant? Mon regard n'était pas, on va dire, rose. Mais là, aujourd'hui, il l'est encore moins. Je veux pas attiser la haine ou quoi, mais franchement, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui même une voiture de police qui passe à côté de soi, on marche dans la rue et on sait qu'ils nous regardent, alors que, enfin, moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Mais on sait, en fait, qu'ils nous ont à l'œil. Les jours qui suivaient ce qui s'est passé, parce que j'arrivais pas à dormir. Et même quand je suis revenu au studio après l'événement, bah, j'étais fou, en fait, parce que je revenais, je montais, je faisais des allers-retours, en fait, pour voir, en fait, ce qui se passait dans le sas. Mais même s'il y avait rien, mais j'étais quand même, on va dire, focus. Et bon, aujourd'hui, ça va. J'arrive à, on va dire, tourner la page, parce que faut pas trop, j'estime que faut pas trop rester sur ça, sinon je vais être bloqué. Donc, c'est de me changer les idées, de faire autre chose, etc. Même avec tout ce qu'on a, je sais même pas si on aura gain de cause dans l'enquête, qui se passe. Ça me fait peur un peu pour l'avenir, pour ma famille, pour mes enfants, pour d'autres personnes aussi à qui une histoire comme ça peut arriver. Et je sais qu'il y en a. Dieu merci, on avait les caméras ici, mais tous les jours dehors, il y a des gens qui se font frapper et qui n'ont pas les moyens de revendiquer leurs droits. Donc voilà, c'est compliqué un peu aujourd'hui, la France. Est-ce qu'aujourd'hui tu as peur de la police? Ce serait mentir de dire que j'ai pas peur, parce que ils sont quand même armés, quand même imposants physiquement. On va dire que je peux
je peux les regarder dans les yeux. Mais s'ils commencent à, on va dire, à avoir peur de moi ou de ce que je peux faire, là, moi aussi, j'aurais peur d'eux. Parce que c'est des gens, je sais pas comment ils peuvent réagir, en fait. C'est quoi le sentiment que tu as par rapport à la police aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à la police, clairement, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Limite, j'ai peur quand je les vois. J'ai peur quand je les vois. Parce que je me dis que je suis pas en sécurité, en fait. Clairement, le contraire. Je devrais me dire que je suis en sécurité, mais non. C'est tout le contraire. T'attends quoi de la justice aujourd'hui? Bah, j'attends clairement qu'elle fasse son travail. Qu'elle fasse son travail en toute parité. Donc, qu'elle exerce son travail de juger les gens comme on est tous égaux à la même enseigne, sans se dire que oui, ce sont des policiers, donc eux, on va être gentil avec eux. Non, c'est pareil pour tout le monde, en fait. C'est pareil pour tout le monde. Si moi, demain, il m'arrive de frapper un policier, outrage à agent, je vais prendre une peine exemplaire. J'aimerais qu'il arrive la même chose, en fait. Alors David, ces jeunes, on le voit, ils sont choqués, hein, ils te le disent longuement. Et en plus, le plus fou dans cette histoire, c'est que ça ne s'arrête pas là. En fait, ils ont aussi été verbalisés ce jour-là par la police. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on savait pas jusqu'à présent, c'est que en plus des coups, des insultes qu'ils ont reçus, ils ont eu la surprise de recevoir une amende, alors pas tous, mais certains, une amende de 135 € pour non-port de masque. Et ça, alors officiellement, ils ont été verbalisés à 1 rue du commissariat, mais eux disent qu'ils n'ont jamais été contrôlés. Et en plus, ils expliquent tout simplement le fait qu'effectivement, ils sont sortis du commissariat sans masque, mais parce que pendant leur interpellation, C'est assez logique en fait. à aucun moment, ni pendant l'interpellation, ni après au commissariat, les policiers leur ont proposé de mettre un masque. Et alors, bien sûr, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas dans ce reportage, c'est Michel Zecler lui-même. C'est l'occasion de prendre des nouvelles. Aujourd'hui, comment il va ? Oui, on l'a rencontré plusieurs fois depuis les faits. J'ai envie de dire que, alors, il se concentre sur ses blessures. Il peut évidemment pas travailler. Il se reconstruit. Faut savoir que par rapport initialement, il a eu 6 jours d'ITT. Ça a été réévalué à 90 jours. Et là, un médecin psychiatre a demandé une réévaluation à 180 jours. Ah oui. Donc lui, il est vraiment traumatisé. Là, c'est le début, on va dire, d'une prise en charge médicale. Ouais, et je crois que tu as écrit ce soir sur Mediapart qu'en plus de ses plaies au niveau du crâne, il a eu le tendon sectionné, il a subi plusieurs opérations, donc, il doit aussi consulter un psychiatre. Alors, Michel Zecler, dans cette histoire, ce qu'on oublie peut-être aujourd'hui, c'est qu'au départ, lui-même, hein, tu l'as dit, il a été placé en garde à vue, en réalité, et puis ensuite, il y a eu une enquête du parquet de Paris qui a été ouverte. David, dans cette affaire, on en est où exactement ? On sait que des policiers ont été suspendus après tout ça, mis en examen. Aujourd'hui, c'en est où ? Alors, les poursuites contre Michel Zecler, elles ont évidemment été rapidement abandonnées dès que le parquet a eu les vidéos. Et s'agissant des policiers, il y en a 4 qui sont poursuivis. Sur les 4, il y a les 3 policiers qu'on voit dans les vidéos qui sont dans le local et qui le frappent. Et il y a un 4e policier qui est poursuivi également pour avoir dégoupillé une grenade lacrymogène dans un local privé et fermé. Sur ces 4-là, il y en a 2 qui avaient été placés en détention provisoire, ce qui est assez inédit dans ce genre d'affaires, mais qui ont été relâchés juste avant Noël. D'accord. Donc là, pour avoir eu son avocate au téléphone, elle attend la confrontation, qui n'a toujours pas eu lieu, entre son client Michel Zecler et les policiers. Michel Zecler, qu'on salue évidemment ici tous à Mediapart. Merci David. On te lit ce soir aussi sur Mediapart, puisque parallèlement à cette émission, tu publies justement un article sur le témoignage complet de ces jeunes. Merci à toi. Tout de suite, on accueille notre invité Yann Manzi. Installez-vous Yann, on accueille aussi Célia Mebroukine de la rédaction d'Alert Libre. Bonjour Célia, bonjour à tous les deux. Yann Manzi, vous êtes le cofondateur de l'organisation Utopia 56 qui vient en aide aux migrants. Le 23 novembre, place de la République, on va y revenir, des centaines de migrants et des organisations comme la vôtre avaient érigé en urgence un campement. Une semaine après l'évacuation de milliers de personnes, en réalité, d'un autre campement en Seine-Saint-Denis. Campement
place de la République, délogés, évidemment, on s'en souvient, avec brutalité par la police. Alors l'action était destinée à alerter les pouvoirs publics pour reloger ces personnes. Le gouvernement s'était engagé à les reloger et puis, depuis, évidemment, le temps a passé, les semaines passent et d'autres migrants sont arrivés. Je crois que le 8 janvier, il y a 4 jours, votre organisation Utopia 56 a envoyé un courrier à la mairie de Paris, à la préfecture de Paris, au gouvernement. Ce courrier envoyé par mail le 8 janvier à 14h42, donc ça c'est très précis. Dans ce courrier, vous demandez, face à l'urgence, je cite, une prise en charge inconditionnelle de toutes les personnes vivant à la rue en cette période hivernale, aussi un dispositif de premier accueil pour les migrants. Vous dites, nous ne pouvons plus tolérer que le passage à la rue soit une étape obligatoire d'un demandeur d'asile qui arrive à Paris. Et vous aussi, vous lancez un ultimatum, une sorte d'ultimatum dans cette lettre. Vous dites, sans engagement ou action de votre part, nous serons, une fois de plus, contraints d'être aux côtés des personnes exilées qui souhaitent visibiliser leur situation. Est-ce que ça veut dire que si rien n'est fait, si les choses n'avancent pas, vous envisagez une autre action comme celle de la place de la République ? Oui, tout à fait. Comme celle de la République ou sous d'autres formes, on ne s'arrête pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a décidé avec notre organisation Les Exilés, parce qu'on fait ça aussi à la demande des exilés, et c'est pas nous qui mettons en avant et on ne manipule pas les exilés. Nous allons faire des actions et on attend une réponse de l'État. Comme avant le campement de Saint-Denis ou après le campement de Saint-Denis, on avait dit à l'État de prendre en charge ces 1000 personnes qui étaient restées sur le carreau. La préfecture, l'État, la mairie n'avaient pas répondu, même si la mairie après a fait des propositions. Et ben aujourd'hui on refait la même chose et en fait ce qu'on a c'est rien en fait. Toujours pas de son, toujours pas d'image et toujours ces personnes qui n'ont pas été prises en charge suite à la place de la République, même s'il y a eu des places d'ouvertes, il y a plein de personnes qui sont restées à la rue, plus les primo-arrivants. Et aujourd'hui on a encore de retour, comme tous les soirs, des dizaines de familles, d'enfants, de femmes, de bébés, de femmes enceintes. Un petit chiffre rapide, l'année dernière c'est plus de 1300 familles qui sont passées par Utopia. Ça représente 3300 personnes hébergées 23 jours par nos équipes et l'hébergement citoyen. Et à un moment donné, il faut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités et fasse le travail d'accueil, comme elle le dit, mais en vrai, quoi. Alors, des actions, éventuellement, pour rendre visible cette situation, ça pourrait être quoi, ces actions ? Ça peut être un campement sur un autre lieu symbolique de Paris, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Ça peut être des lieux aussi qui sont vides, et la réquisition en France est demandée par beaucoup d'organisations. Donc, ça peut être plusieurs formes de projets, ou des lieux symboliques de l'État, ou de la région, qu'on va certainement, dans les jours et les semaines qui viennent, investir tout simplement pour rendre visible ces populations. Et c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on dit au gouvernement, c'est que les mises à la rue, les mises à l'abri, les mises à la rue, les mises à l'abri, c'est fini. Et nous, on visibiliserait systématiquement toutes ces remises à la rue, que ça soit au niveau de Paris, de Calais ou d'autres régions de France sur lesquelles on travaille, on va rendre visibles ces invisibles. Ce mail, il a été envoyé le 8 janvier, il y a 4 jours. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Non, pas de réponse, et c'est ça qui est inquiétant. On n'a toujours pas de réponse. Donc on laisse un petit peu de temps aussi, de façon à ce qu'on puisse relancer tout ça. Donc on va relancer cette semaine. Et puis bien sûr, dans les semaines qui viennent, on va passer à l'action en fait. D'accord, alors en tout cas le message est passé via cette émission. Si des gens à qui vous avez envoyé ce mail nous regardent, le message est amplifié avec cette émission. Avec nous sur ce plateau, Célia Mebroukine de la rédaction d'Alert Libre. Tu suis depuis des semaines les exilés de la place de la République, ceux qui ont été évacués ce jour-là. Et ce matin, avec Youmni Kezouf, tu es à nouveau parti à leur rencontre. Exactement Mathieu. D'abord, un petit rappel des faits. En novembre 2020, la préfecture démantèle donc un camp d'exilés à Saint-Denis. 3000 personnes sont mises à l'abri, mais selon les associations, 1000 encore restent à la rue. On les voit ici errer le soir même pour trouver refuge alors qu'ils sont poursuivis par la police. Certains d'entre eux étaient aussi place de la République, quelques jours plus tard, évacués elle aussi violemment par les forces de l'ordre. Et à notre micro, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, promettait une solution d'hébergement pour tous en quelques jours. Les 300 personnes de la place de la République, j'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura des solutions pour eux. Et d'ailleurs, les autres, ils sont pas que 300. Et d'ailleurs, pour tous les autres. Alors, on avait déjà démontré dans un reportage que la promesse de la ministre n'avait pas été tenue. Nous avions rencontré plusieurs jeunes exilés à qui on n'avait pas proposé d'hébergement après l'évacuation.
Vous étiez tous présents lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis. Alors malheureusement, presque 2 mois après la déclaration de la ministre, certains exilés évacués de Saint-Denis vivent encore dehors et on en a retrouvé certains à l'île Saint-Denis, cette fois commune du 93, proche de Paris. On a discuté avec Hamid qui était lui présent lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis. انتظار کشیدیم خیلی اسپری در سر روی ما خورد پلیس نصف مردم را برد نصف باقی مانده را در سرک هم طلا کرد با گاز ما را دواند خودشان رفتن دیگه سن امیدم کامل از بین رفت دیگه باز مجبور خیمه بگیریم بریم یک جای زندگی کنیم. Est-ce que vous avez fait les démarches pour avoir un hébergement d'urgence après l'évacuation du camp? 3 جایی بود که میفتن امکان داره برتان خانه به طرف رفتیم ثبت نام کردیم خط میگفت انتظار باش هر باری هم که میرفتم میگفت نامت اینجا است میگفتم آه میزد میگفت نه نامت اینجا نیست. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui vient en aide à ces personnes, mais des riverains. Le collectif Citoyens Solidaires du 93 a ouvert un lieu pour les héberger. Ça s'appelle le Pavillon, c'est un local associatif qui appartient à la mairie. Depuis quelques jours, ces jeunes exilés afghans dorment enfin au chaud. اونجا که میخوابیدیم پلیس میومد ما رو میزد از اونجا تیلا میکرد میگفت بریم اینجا نباشیم. دیگه مجبور بودیم هر شب یک جای 2 جای خیمه خود چنج کنیم. فکر میکنم که ما در خانه خودم اومدیم یک احساس گرم تانستیم اومدیم چند روز خواب درست کنم. البته بازم هر شب که خواب میکنم در تشویش هستیم در فکر هستیم که شاید فردایش بیان ما را از اینجا بکشن. Les 10 exilés partagent une chambre à l'étage, une cuisine et un salon au rez-de-chaussée. La douche et les toilettes sont au fond de la cour. Et avant leur installation, ce local était vide, fermé pour raisons sanitaires. Et pour Denis, membre du collectif, ça paraissait évident d'agir face à ce qu'il considère comme l'inaction des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a un peu l'idée de, si vous voulez, de l'auto-organisation ou d'une espèce de frustration face à des mots comme ça qui peuvent être dits par des politiques institutionnelles et traditionnelles qui se disent de gauche ou qui se disent faire des choses de gauche et qui ont en leur possession énormément de lots Covid et qui n'en font rien. Il faut penser au sort et au bien-être de ces exilés qui sont dehors, qui étaient dehors. Donc le but, c'est en quelque sorte de leur forcer un peu la main et de faire ce qu'ils devraient faire peut-être parfois. Donc d'investir des lots Covid quand ils sont vides et qu'ils sont appelés à rester vides pendant un certain temps. Ça me paraît une décision saine, sage et de bon sens, en fait. Oui, c'est une idée saine et de bon sens et c'est surtout une aide qui était bienvenue pour la dizaine d'exilés du pavillon. C'est un moment de répit qui a été attendu pas très longtemps pour la plupart, mais Denis et ses camarades malheureusement ne peuvent pas aider tout le monde et on l'a vu ce matin à quelques pas du local du pavillon. Nous avons pu voir les tentes d'autres exilés contraints encore de dormir sous les ponts. Face à cette situation, comment a réagi la mairie de l'île Saint-Denis, qui je le précise est une mairie écologiste? Eh bien, elle a lancé une procédure d'expulsion des locataires du pavillon. Dans un communiqué publié le 8 janvier, la mairie indique qu'elle va demander l'évacuation du lieu pour le printemps et elle précise également qu'en cette période hivernale, l'État doit demander la réquisition des nombreux logements vides qui sont souvent situés dans des villes bien plus riches que la nôtre. C'est une manière donc de renvoyer la patate chaude à d'autres. On a contacté la mairie de l'île Saint-Denis qui n'a pas donné suite à nos demandes. Et c'est intéressant, Célia, le communiqué que tu as montré de la mairie de l'île Saint-Denis est signé solidairement. Et ce maire, tu l'as dit, se définit sur Twitter comme un maire écologiste. Oui. Yann Manzi, une réaction. Ouais, c'est ça, c'est le ping-pong. En fait, tout le monde se renvoie la patate chaude, comme on dit, et c'est ce qu'on vit, nous, depuis des années, et depuis les 5 ans d'Utopia 56, et sur toutes les régions de France. Hein. C'est pas à moi, c'est à l'État, c'est pas aux élus. Alors qu'en fait, on peut imaginer que des lots Covid, il y en a partout. Je crois que c'est une politique et une volonté de non-accueil, en fait, et surtout de passer un message à toutes ces populations qui veulent venir. Regardez, on ne vous accueille plus. C'est un vrai projet politique, en fait, qui est derrière. Et c'est ça qu'on essaye aussi de démontrer et de dire, c'est que tout ça est bien organisé et voulu. On n'est pas envahi, loin de là. Et que cette volonté politique de laisser les gens à la rue, c'est une réelle volonté politique. Et c'est ça qui est dramatique. Se rendre compte de ça, ça fait peur. Et bien sûr... c'est des femmes, c'est des bébés, c'est des enfants. Et puis c'est aussi, demain, à cause du Covid, beaucoup de nos compatriotes qu'on croise aussi dans les rues. Donc est-ce que la rue en France, dans un pays riche comme ça, est-ce que c'est une alternative aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas de solution ?
avec tous ces lieux qui existent. Nous, on dit tout simplement, ça suffit. Et les citoyens resteront engagés et resteront là pour être vigilants et informer le public. Juste une question quand même, c'est toujours la même en fait. Qu'est-ce qui, précisément, là, par exemple, quand vous discutez avec les uns et les autres concernant les exilés qu'on a vus dans le reportage de Célia, qu'est-ce qui bloque? Parce que tout le monde affiche des intentions, tout le monde dit on fait quelque chose, on débloque des places, on héberge, etc. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est, comme vous dites, que personne ne veut rien faire en réalité, ou est-ce qu'il y a des obstacles administratifs, juridiques, de fait, qui font que c'est plus long? Non, il y a une réelle volonté de non-accueil en fait. C'est une politique de non-accueil qui est posée. Ça fait des années et des décennies qu'on dit qu'il manque des places dans les dispositifs d'accueil des exilés. Donc en fait, les dispositifs ne sont pas mis en place en fait. Et c'est pour faire passer un message. Il est très clair ce message. Regardez, pour tous ceux qui veulent venir, regardez, on n'accueille plus. Donc où on accueille comme ça. Ne venez pas. C'est le fameux appel d'air, une honte en fait. On imagine que si on accueille bien, ils vont venir en masse nous envahir, ce qui est totalement faux et fou. Et puis derrière, plus de points de fixation, donc plus de campement dans Paris, et on cherche les gens sous les ponts. Donc ça devient totalement inhumain en fait. Juste, il y a beaucoup d'élus de gauche, de centre-gauche, écologistes, socialistes dans l'Île-de-France, notamment où vous parlez des réfugiés en question dans l'Île-de-France. Qu'est-ce qui, enfin voilà, comment vous regardez ce qu'ils font par rapport à ça? Est-ce que ils sont plus, enfin je sais pas. Je ferai pas de généralité, mais ce qu'on voit et ce qu'on constate nous sur le terrain depuis des années, en ayant travaillé au centre de premier accueil avec Anne Hidalgo à Paris, avec Damien Carême à Grande-Synthe, il y a un moment donné, les élus, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent. Et après, derrière, il y a des élus, en fait, ils ont la volonté de faire croire qu'ils font et la réalité est tout autre, en fait. Donc, en fait, c'est toujours le même jeu, c'est pas à moi, c'est à l'État. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, pendant cette crise humanitaire et pendant cette crise de Covid, on dit tout simplement que les élus, ils ont des responsabilités et ils peuvent prendre des dispositions qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas. Et c'est ça qui est assez alarmant parce que à jouer au ping-pong, à dire non, c'est pas moi, c'est l'État, on peut imaginer que les élus ont leur part de responsabilité, qu'ils peuvent faire des choses et après, c'est des choix politiques. On peut mettre 50 millions dans la cathédrale pour la rénovation et puis on met très peu d'argent pour les exilés. C'est des choix politiques, c'est encore de la politique et bien sûr nos politiques, les exilés, ça n'a pas forcément le vent en poupe, donc c'est évident que électoralement c'est pas porteur d'en faire trop pour eux. Donc bien sûr on voit bien que ce problème c'est un problème politique. Et les politiques s'en servent. Alors, ce qui se passe à Paris, en région parisienne, ça se passe exactement pareil, en fait, dans d'autres endroits en France, en Europe d'ailleurs, mais enfin en France déjà, à Calais, à Grande-Synthe, où je crois vous intervenez aussi. Quelle est la situation actuellement? Est-ce que c'est les mêmes blocages que vous remarquez? Non, c'est pire. Paris, c'est très très violent et très compliqué, mais Calais et Grande-Synthe, c'est ni plus ni moins que le laboratoire sur la politique migratoire en France et tout ce qu'on peut faire d'inhumain. Pourquoi? Tout simplement que on teste des politiques de non-accueil là-bas qui sont vraiment extrêmement poussées sur le fait de laisser les gens à l'abandon dans le froid, sur les empêcher de manger, sur l'empêchement des associatifs de pouvoir les aider. Donc tout est mis en place pour harceler ces populations, les rendre fous en fait, quelque part. Et on a beaucoup d'alertes sur le côté psychologique de ces populations qui vivent à la rue pendant des mois avant de pouvoir avoir un hébergement. Donc la situation est assez alarmante. Et Calais et Grande-Synthe, c'est une horreur. Ils vivent dans la boue, saccagés tous les jours. Donc il y a eu plus de 1000 démantèlements à Calais. Donc ce qu'on a vu à Place de la République, ça se passe tous les jours à Calais. Et à Grande-Synthe, avec des femmes et des enfants. Et toujours ces politiques qui se renvoient la balle. Et ces élus qui disent c'est intolérable, mais par contre qui ne font pas grand-chose. Et sur les réseaux, ces derniers jours, on a vu une forme aussi, on a vu des images d'acharnement policier aussi. Il y a la police intervient très régulièrement pour déloger les personnes, pour les empêcher de dormir à des horaires un peu inattendus. Enfin, ça aussi, ça fait partie de cette volonté de décourager finalement. Les tentes qu'on arrache, c'est ce qu'on voit beaucoup comme image. C'est ça, c'est qu'il y a c'est vraiment une violence policière à Calais et Grande-Synthe depuis le démantèlement de la jungle de Calais. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Beaucoup actionné parce que là on a parlé avant de violence policière par des gens qui étaient dans la police et qui avaient commis une agression. Là en l'occurrence ces policiers-là ils sont actionnés par des décideurs politiques, par des élus, c'est un projet politique, par l'administration. C'est un projet de non-accueil organisé par l'État, par Monsieur Darmanin, orchestré par Monsieur Darmanin et les préfets aux alentours. Et tout ce qu'on peut faire comme procès de la dignité de ces populations, tout ce qu'on fait, des fois on gagne et derrière ça les empêche pas de recommencer le lendemain avec un vrai message très clair, plus de points de fixation à Calais et la possibilité de laisser vivre des gens comme des animaux, et encore les animaux je pense qu'ils sont encore mieux respectés.
Merci beaucoup Yann Manzi. Petite question, si on veut aider Utopia 56, on fait comment ? Eh ben, on s'inscrit, on vient comme volontaire, parce que le nerf de la guerre à Utopia, c'est bien sûr les volontaires. Et puis après, si on peut pas venir sur le terrain, on peut accueillir chez soi des populations mineures ou des populations qui vivent à Paris, des femmes, des enfants, sur un bout de canapé, de façon à ce que nous, on puisse faire pression sur l'État pour qu'il puisse être pris en charge. Et puis derrière, après, bien sûr, on peut aider Utopia, qui n'est non financé par l'État. Et Utopia appartient à des citoyens. C'est vous qui financez Utopia, donc continuez. D'accord. Il y a un site internet ? Il y a un site internet, et on va directement dessus, Utopia 56, et puis vous pouvez avoir toutes les informations et vous inscrire. Très bien, merci beaucoup Yann Manzi, merci Célia de l'équipe d'À Libre. Merci aussi à Manija Chaos qui a traduit les propos en dari des exilés que vous avez rencontrés. Célia, je me tournais vers Yann, mais c'était vers Célia. Si vous voulez bien, vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, je n'ai qu'un mot, abonnez-vous et vous pourrez lire une enquête de Marine Turchi sur l'affaire Duhamel. Notre journaliste révèle que la lecture du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, mais aussi un livre publié en 2005, il y a plusieurs années, par sa mère Evelyne Pizier, l'épouse d'Olivier Duhamel, nous indique que d'autres abus pourraient intéresser la justice, qui a déjà ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Quand la crise sanitaire débouche sur une crise démocratique, Jérôme Mourdeau analyse le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Il prévoit des mesures jusqu'à la fin de l'année. Les Français auront alors passé 21 mois sous régime d'exception. Retour enfin sur la manifestation du 12 décembre dernier contre la loi sécurité globale. Camille Polony annonce que 34 manifestants portent plainte contre leur garde à vue pour, je cite, atteinte arbitraire à la liberté individuelle et entrave à la liberté de manifester. 123 personnes avaient été placées en garde à vue à l'issue de cette manifestation sabotée. Nous l'avions démontré sur Mediapart avec une vidéo par les forces de l'ordre. Voilà, À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à notre formidable monteur Martin Bessin. Bonne soirée, prenez soin de vous.